Après le succès retentissant des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l'Agence nationale du sport et ses maisons régionales de la performance continuent de mettre en lumière les enseignements précieux des experts de la performance. Héritage unique de connaissances et expériences de sportifs, experts et entraîneurs, bienvenue dans les podcasts de la performance. Dans ce podcast, nous parlerons de management durable avec Fabien Deloche. Donc, bonjour et bienvenue dans les podcasts de la performance. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphane. Et aujourd'hui, on est avec Fabien Deloche. Bonjour Fabien. Bonjour Fabien. Alors Fabien, aujourd'hui, on va parler de management. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on se lance dans le sujet ? Oui, tout d'abord, je pense que pour me présenter, il faut dire que je suis un humaniste, c'est-à-dire que pour moi, l'épanouissement des êtres humains est premier, et ce qui va teinter d'ailleurs ce que je vais vous raconter aussi, puisque c'est par cette posture-là que je vais vous parler. Après, je suis un accompagnateur de la haute performance éthique, en étant coach, superviseur et préparateur mental. Et également, j'ai fondé une école qui s'appelle Coach Manager sur la haute performance éthique pour former des gens chaque année. Puis j'ai une casquette de s'aventurier, un peu chercheur et un peu aventurier pour découvrir en tout cas et chercher sur des thèmes comme le développement de l'estime de soi, l'écologie personnelle, le management durable ou les cartographier les habiletés mentales. Et pour ça, j'ai créé 2 chaires, une chaire management durable et une chaire management et santé au travail avec l'IAE de Grenoble. Voilà. Et je travaille avec le monde du sport, le monde de l'entreprise. Et pour le monde du sport, c'est à la fois, j'ai un profil particulier puisque je peux faire à la fois de la préparation mentale pour des sportifs de haut niveau, comme de travailler sur la gouvernance d'organisations nationales, ou comme la supervision de coachs ou des staffs. Alors, si on peut définir un petit peu le management, et puis pour toi, pourquoi c'est devenu un facteur de performance à part entière ? Le management a toujours été un facteur de performance pour moi à part entière, parce que c'est... Après, il faut peut-être définir le management. En tout cas, selon moi, le management, c'est de faire en sorte de diriger les énergies d'un individu ou d'un collectif au profit d'un projet reconnu et partagé. Donc, à partir du moment où on travaille sur ce côté énergétique, finalement, pour que ce soit dirigé dans le bon endroit et qu'il n'y ait pas de fuite, c'est un acte de management. Alors après, le management, il est tout le temps là, hein, ce soit le management de soi-même ou le management d'un collectif. Après, c'est la dimension qui change, en fait, et c'est toujours un facteur de performance. Et le métier du management, c'est un métier qu'on appelle de l'animation, en fait, aussi. Alors, il y a le management gestion, on va plutôt parler du management aujourd'hui animation. Le management animation, au sens littéral du terme animé, c'est donner vie à. Et vraiment, c'est quand on est dans la vie, en tout cas, et activer cette vie qu'on permet la meilleure des performances, en fait. Et est-ce qu'il y a une différence entre manager une équipe au travail ou manager une équipe dans un sport ? Dans l'absolu, non, puisqu'on travaille toujours sur ces énergies-là à diriger vers un projet partagé. Après, dans le sport de haut niveau, alors je parle plutôt du haut niveau ou du très haut niveau, il y a plutôt un niveau de finesse de pilotage qui est complètement... qui est différent, parce que pour aller chercher des gains marginaux, on va aller chercher beaucoup plus dans la dimension humaine, dans la qualité des liens, pour créer un environnement, on reviendra sur ces termes-là, capacitant pour que les potentiels des individus et des collectifs puissent se libérer, en fait. Qu'est-ce qui pour toi dans le sport de haut niveau en fait amplifie les erreurs de management ? Je dirais que le sport de niveau amplifie les erreurs de management comme le management peut amplifier finalement le sport de haut niveau et le magnifier. Après, ce qui amplifie les erreurs dans le sport de niveau, il y a pour moi 2 dimensions. Il y a à la fois la dimension humaine, parce que voilà, la complexité de l'être humain et parfois son instabilité, si on n'a pas travaillé dessus, c'est du sensible. Et puis, c'est aussi une activité exposée, et au milieu d'un faisceau de tension, en fait. Donc c'est ça qui amplifie. D'abord, la dimension humaine, c'est
Pourquoi ? Parce que les gens qui portent la performance, c'est les sportifs, les femmes et les hommes qui portent cette performance directement. Donc leurs humeurs, leur état d'esprit, leur santé impactent directement finalement la performance à un centième de seconde près. Donc c'est ça qui est sensible et un mot mal dit, une attitude d'un staff ou autre derrière peut avoir cette influence-là sur si on n'a pas bien travaillé justement sur le développement des athlètes et du staff. Et puis, ça peut faire des fuites effectivement énergétiques sur le côté humain si on perd du sens, si on ne sait pas pourquoi on est là, si on n'est pas bien traité au quotidien. Ces actes managériaux agissent là-dessus. Et puis de l'autre côté, il y a cette activité sous tension. Effectivement, c'est quand même pas tout le monde qui est soumis à un tel niveau de tension où il y a tout un système on va dire, un écosystème qui vous regarde et qui attend des choses de vous. Et c'est comme si vous, tous les jours, on vous regardait travailler avec des caméras sur vous, quoi. Et ce système-là fait que ça crée une tension particulière qui fait que si on n'est pas équipé on a des dérives égotiques aussi qui peuvent arriver très, très rapidement là-dedans. Et il faut savoir garder, le management est là pour garder les gardiens du temps, en fait, du sens et de l'activité, quoi. Alors, j'ai envie de te poser la question, comment on devient un bon manager, alors ? Alors, comment on devient un bon manager ? Ça se travaille. Je pense que moi, pour avoir fait 3 masters en management, je sais que ce que j'ai appris, l'essentiel, c'est pas que je l'ai appris à l'école. On apprend surtout la gestion et l'organisation. Sur la dimension humaine, qui est pour moi le plus importante, c'est de travailler sur comment être déjà bien avec soi. Le premier outil du manager, c'est lui-même. Si il n'a pas travaillé son estime de soi, son pilotage de son ego, etc., en fait, il va ramener tout ça dans la relation. Parce que le métier de management, c'est avant tout un métier de relation. Et si on n'est pas bien avec soi-même, la mauvaise relation avec soi-même fait qu'on a une mauvaise relation avec l'extérieur, on n'est pas performant non plus, quoi. Et là, comment ça se travaille en fait ? Parce que moi, si je veux mieux me connaître, comment je le travaille ? Je le travaille avec quelqu'un ou je fais... Alors, sur le champ du développement personnel, c'est un peu comme les chatouilles, on n'arrive pas à se faire rigoler tout seul. Faut parfois avoir un reflet d'un tiers. Moi, c'est sûr que j'ai eu la chance, dès 20 ans, de rencontrer quelqu'un qui est devenu mon mentor et qui m'a permis au quotidien de travailler ma matière pour dire c'est quoi ces flux, est-ce que je suis aligné, est-ce que je ne suis pas aligné, et comment affûter ses intuitions, ses sensations, savoir comment on n'est pas dérivé. L'idée, c'est que le métier de la performance, quel qu'il soit, personnel ou sportif ou professionnel, c'est en gros comment on réduit le chemin de l'intention à l'action. Et ce chemin-là, il est perturbé par les émotions, les autres, nos sensations, notre façon de voir le monde, etc. Et l'idée, c'est d'amener de la clarté là-dessus. Et ça se travaille au quotidien parce qu'on est bombardé de choses. Et pour rester aligné au quotidien, c'est très difficile, alors que notre société nous bombarde d'injonctions. Et donc oui, il faut se faire accompagner, il faut se former, même dans des vraies formations. C'est-à-dire des formations où on rentre dans la matière, où le climat il est assez sécurisant pour pouvoir se dire profondément dans son intimité et ses vulnérabilités. Aller chercher ces vulnérabilités, c'est là qu'on va paradoxalement se renforcer et devenir plus fort. Donc pour toi, n'importe qui peut aller sur le métier de manager ? À partir du moment où il est au clair avec lui-même, avec ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, est-ce que n'importe qui peut y aller ? Pour moi, oui. À partir du moment où il a envie, que ça fait. Je pense que pour faire du management, il faut aussi aimer les gens. Voilà, tout le monde n'aime pas forcément les gens, donc avec cette condition-là, après ça se travaille effectivement d'être un manager, d'être aligné, de donner du sens, de travailler les énergies. Puis pourquoi il faut aimer les gens ? Parce qu'en fait, il faut les rencontrer, voir comment ils pensent, ce qu'ils ressentent à chaque moment, voir leurs différences, leurs singularités, pour les faire travailler ensemble et ensuite après créer du lien pour que le collectif puisse fonctionner. Et ça oui, ça se travaille.
travail. À partir du moment où vous avez envie, que vous aimez, le reste, ça s'apprend aussi. Je ne crois pas, moi, au leader né, en fait. Je pense que ça se travaille. Et pourtant, on en a dans les sports collectifs. Enfin, souvent, on en parle, on a on identifie vite, alors moi je suis du monde du rugby, mais on identifie vite des leaders et on se dit, c'est ces gens-là qui pourront peut-être manager demain. Mais c'est pas forcément pour toi, c'est pas vrai pour toi. Enfin, c'est cette Non, je pense que, en fait, un leader, il faut peut-être définir ce que c'est un leader, en tout cas, on n'a peut-être pas la même leader, du coup. En tout cas, moi, ma version sur le leadership, c'est qu'un leader n'est leader que parce qu'on lui a donné ce statut-là, en fait. Et c'est les autres qui donnent ce statut-là aux leaders. Et on est leader pourquoi ? Alors moi j'aime bien une définition de Michel Serres, le philosophe, qui était un amoureux des mots et qui parlait de l'autorité. C'est quoi l'autorité ? Et il revenait sur... Souvent l'autorité chez nous c'est mal vu, en fait, on pense que c'est l'autoritarisme. Mais quand on prend le mot autorité, l'étymologie du mot c'est octor. Octor qui veut dire augmenter. Et en fait, vous avez l'autorité que si vous augmentez les gens, en fait. Un leader, il devient leader parce c'est une résultante, il a augmenté les gens et les gens en font un référent. Si moi, au travers de ce podcast, j'augmente des gens, je les fais grandir, je participe à leur autonomie, à leur puissance, et parce que je dis, je vais devenir du coup un auteur pour eux, un référent pour eux. Mais ils me donneront le pouvoir, je ne peux pas le prendre en fait. C'est là que certains se trompent dans le leadership, où ils veulent prendre le pouvoir avant qu'on leur donne. Et souvent, c'est là que ça conduit à l'autoritarisme, en fait. Donc le leader est créé par le collectif, ou par le premier suiveur, d'ailleurs, qui lui donne son statut au départ. Comment tu manages une équipe ou un individu où on le voit bien dans notre société aussi à l'heure actuelle, où c'est la performance est immédiate, on a besoin de résultats tout de suite. Est-ce que ça, justement, ça peut être une contrainte ou comment tu vois la chose ? Sur alors, performance immédiate, je vais peut-être pas reprendre ce terme-là, mais sur les résultats immédiats. Ouais, parce que pour moi, la performance, sur la définition que j'en ai, c'est de faire de son mieux à un moment donné, comme elle était définie d'ailleurs dans le monde du sport. Et du coup, c'est le résultat immédiat. Pour moi, c'est une connerie. Être focus sur un résultat immédiat, ça veut dire le résultat va devenir plus important que les personnes. Alors ça ne veut pas dire que ça ne produit pas de performance, parce qu'on peut créer de la performance par la peur, par l'humiliation, par plein de choses comme ça, par une autre pression, mais ce ne sera pas de la performance durable. Si on veut faire de la performance durable, faut se soustraire de la performance immédiate. Ouais, mais bien souvent les entraîneurs ou les managers, ils ont des pressions, que ce soit financières, etc. Et il y a besoin de résultats en fait. Et donc ça c'est aussi une contrainte pour eux. Oui, c'est là où il faut être un manager traducteur, c'est-à-dire il faut écouter peut-être les pressions et puis tenir un discours politique pour répondre à ça pour ceux qui y veulent, mais aussi faire un sas, parce que c'est pas avec ça qu'on fait de la performance en fait. Parce que de voir la performance immédiate, on oublie les personnes et on devient rigide et égotique, puisque c'est la performance on va plus écouter en fait. Je vais être aveuglé par cette performance immédiate, je vais être pas connecté aux gens et au collectif, je vais perdre cette connexion-là, et du coup, je vais pas pouvoir accompagner durablement les gens, quoi. Et l'idée, c'est vraiment de rester connecté à l'humain. C'est l'humain qui fait la performance, de toute façon, partout, encore plus dans le sport. Donc si on met le résultat au-dessus de la personne, au bout d'un moment, on va siphonner le plaisir, on va siphonner la relation, et puis on va devenir autoritarisme, enfermé. Et du coup, plus on s'enferme, plus c'est égotique, plus c'est la peur, plus on met la pression, plus on est axé résultat. Et du coup, c'est une sorte de cercle vicieux, en fait, cette approche-là. Et Alors après, je vous ai dit que j'étais un management humaniste, donc forcément je défends ma boutique, mais je crois fondamentalement à ça, et le monde du sport est en train de changer là-dessus. Les nouvelles générations poussent ça de plus en plus. Si tu as un comportement là-dessus à vouloir me siphonner, j'en veux pas.
le sacrifice, le côté sacrificiel qu'on a pu avoir dans le sport, où sacrifie tes 5 meilleures années et puis après t'es bouffé psychiquement, physiquement et socialement, et puis t'as plus de vie derrière, et puis on te rejette et puis on en prend un autre. Les nouvelles générations veulent plus ça, quoi. Et ils donnent aucun crédit à ça. Vous voyez bien tout ce qui est dénoncé dans le monde du sport maintenant par les nouvelles générations, en fait. Et pour toi, en fait, on revient au concept un peu de départ, c'est ça le management durable? C'est un management qui est humaniste? Oui, c'est d'abord un management humaniste, c'est un engagement à faire le bien et à le faire bien. Voilà, c'est un métier d'artisan de l'art et de l'éthique. Et c'est, pour en donner la définition un peu officielle, c'est le management durable, il considère le bien-être, en tout cas, comme non seulement la finalité, c'est-à-dire dans mon organisation, c'est de produire du bien-être, produire de l'épanouissement, et à la fois considérer le bien-être comme le moyen. Donc le bien-être est la source du vortex. Et donc le moyen, c'est quoi? C'est comment créer un environnement capacitant pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. L'environnement capacitant, ça vient d'un prix Nobel d'économie, Sina Martia, qui a dit, en gros, pour que les gens prennent leur potentiel comme une graine, en fait, pour qu'elle puisse pousser, il faut qu'elle soit dans un terreau avec un ensoleillement, avec une hydratation, des sels minéraux, etc. Et puis pas d'éléments toxiques. Et c'est un peu la même chose, c'est la même chose pour nous, en tant qu'êtres biologiques et sociaux. On a besoin d'un environnement capacitant. Donc c'est comment créer les conditions du bien-être pour produire du bien-être. Et effectivement, moi je reviens... dans le monde du sport, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux aussi. Le monde du sport est quand même soumis au mouvement olympique, et le mouvement olympique, dans ses chartes, sa charte éthique, je crois que c'est le deuxième principe, il dit la vocation en gros de l'olympisme, c'est de participer à cet épanouissement et de militer pour un monde pacifié. Moi quand je vois le sport qui détruit, mais on devrait s'indigner de ça, en fait. Alors, pas que le monde du sport, parce que je travaille dans le monde de l'entreprise aussi. On devrait s'indigner de ça, mais encore plus dans le sport. Le sport a une vocation, même de l'État, et d'amener de la santé, d'amener de la solidarité, du être ensemble avec nos différences. C'est peut-être le seul endroit où on peut avoir le noble, on va dire, et le gueux sur le même terrain, parce qu'on fait quelque chose. Donc il y a une vraie vocation à la fois sociale de santé qu'on a complètement oubliée dans les pratiques d'entraîneurs ou de formation des managers au sport de haut niveau, où on met justement, on parlait du résultat avant tout, et qui est excusez-moi du terme, mais une connerie infâme. Ah, mais qu'est-ce que tu dis du coup à celui qui va remporter la médaille d'or, mais qui aura finalement pas respecté ça, pas respecté le bien-être de l'athlète, mais il va te dire oui, mais j'ai quand même gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques? Il se trouve que j'en ai eu plein, des comme ça dans mon cabinet, des gens qui ont eu des belles performances d'entraîneurs sur le tableau de chasse, on va dire, des médailles, et puis que 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, se disent mais comment je l'ai fait? Oui, j'ai répété des pratiques d'avant, que celles que j'avais subies, etc., où j'étais fier de faire vomir mes athlètes et de les humilier pour les faire avancer, tels que moi j'avais été traité, mais aujourd'hui j'ai plus envie de ça, j'ai honte de ça. Et le goût de ces médailles-là, j'en veux pas en fait. Oui, mais voilà, ça, enfin, je dirais que c'est plus facile avec avec un athlète individuel, mais quand tu dois gérer une équipe, c'est-à-dire que là il va falloir gérer chaque personne. Comment est-ce que tu fais? Comment c'est possible en fait? C'est ça, ce boulot de manager. Si on veut pas faire ça, si on veut pas aller à la rencontre des gens, d'embrasser les différences, faire en sorte que ces différences soient un atout synergique plutôt que des oppositions, c'est cet art du management, cette alchimie qu'on doit apprendre à faire pour pouvoir embrasser et créer cette magie-là en fait. Et généralement, c'est parce que certains managers ou certains coachs ne se sentent pas compétents qu'ils réduisent le spectre à ce qu'ils connaissent d'eux. Et souvent, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît soi, donc on essaie de reproduire ce que l'on est nous.
Si moi je marche au coup-de-pied dans le cul et c'était comme ça que j'ai été éduqué, j'ai l'impression que tout le monde marche au coup-de-pied dans le cul. Donc je vais répéter ça. Mais c'est très peu d'intelligence situationnelle, très peu d'intelligence humaine. Et malheureusement, alors les nouvelles générations ça change, mais avant, les gens fermaient leur gueule. C'est-à-dire, j'exécute, c'est toi le chef, je fais, je souffre en secret. Je le sais d'autant plus que moi, ça va faire 30 ans cette année que je pratique ce métier-là. Et au début, dans la préparation mentale, l'accompagnement des sportifs, on se cachait. Et moi j'avais la réalité de la souffrance des athlètes qui n'osaient pas exposer, parce que si je l'expose, je ne vais pas être sélectionné. Donc, en fait, il y a une sorte de déni, très clairement. On sort de plus en plus un petit peu du déni, mais on ne veut pas voir ce qui ne va pas aussi dans nos pratiques, parce qu'à partir du moment où ça produit de la médaille, l'État ferme les yeux, les fédés ferment les yeux, le système ferme les yeux, jusqu'au jour où il y a un scandale, où on dit « Oh là, mais comment on l'a fait ce truc-là ?» Et puis, d'un coup, on met au pilori l'entraîneur, sauf que l'entraîneur, il fait partie d'un système qu'il a cautionné jusqu'à maintenant. Donc c'est une responsabilité pour moi collective de s'engager à faire le bien et à rester dans cette posture éthique de comment on fait en sorte que aussi les dirigeants, aussi les entraîneurs soient dans les bonnes conditions pour que aussi les athlètes soient dans les bonnes conditions. Parce que parfois c'est violent aussi pour les managers, les dirigeants. Est-ce qu'il y a d'autres qualités? En fait, tu nous as dit pour toi un peu c'est pour toi les choses importantes. C'est qu'un manager il soit humaniste, c'est qu'il prône un peu le bien-être aussi et qu'il soit au clair avec lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi qui sont des qualités essentielles ou qui permettent un management durable? Oui, pour les qualités. Alors c'est pas forcément on doit être, mais c'est à travailler effectivement sur ces qualités humanistes en termes de posture, apprendre à se connaître. Et puis après, il y a des qualités, on va dire, il y a très peu de managers qui ont la vision globale en fait de ce qu'est le management et tous les items. Et moi j'ai fait une cartographie où il y a 11 points de légitimité qui, en gros, qu'est-ce qui est légitime d'activer pour donner du sens à l'action en fait. Souvent quand on regarde un point, on évacue les autres. Et l'enjeu c'est d'embrasser la complexité. En fait, la complexité, c'est la réalité de notre monde. Et nous, on nous a vendu de réduire ce monde-là à des choses simplistes pour pouvoir le comprendre. Sauf que, non, le monde est fait d'incertitudes et de complexité. Et c'est aussi d'équiper les managers, comme les athlètes d'ailleurs, à embrasser l'incertitude et la complexité pour naviguer dedans. Alors pour ça, on a quand même des points de repère qui sont intéressants pour pouvoir savoir où je suis, à quel moment, surtout quand je suis dans la tempête, pour garder cette capacité pour les managers et les dirigeants à être encore des nords magnétiques pour les boussoles des autres et pour sa propre boussole, ou des phares dans les tempêtes qui peuvent y arriver. Donc pour moi, c'est aussi être en capacité d'être porteur de sens, ou de rappeler le sens. C'est quoi le projet, c'est quoi les valeurs avec le projet, c'est quoi les objectifs, on a décidé de faire quoi et comment, avec quel type de compétences. Donc c'est de rappeler cette importance-là. C'est aussi des capacités relationnelles, c'est comment on va créer un contrat sain aussi, collectif et individuel sur, on est parti pour une saison, on est parti pour une journée d'entraînement, qu'est-ce qu'on décide de faire ce jour-là et que ce soit très clair. C'est une capacité, dans cette capacité relationnelle, de créer un climat qui permet d'être authentique. Voilà. À chaque fois qu'on perd en authenticité, on perd en performance. Et donc on doit répondre à chaque motivation en fait, en fonction de la personne qu'on a devant soi. Oui, alors l'enjeu surtout, alors c'est pas répondre, en tout cas c'est d'avoir l'attention et de faire en sorte que ce soit plutôt les éléments du staff ou l'athlète qui répondent à leur propre motivation. Nous on met un environnement capacitant, on peut pas être heureux à la place des gens en fait et motivé à la place des gens, on peut que mettre un système motivationnel et les gens vont pouvoir prendre les éléments là. Quitte à parfois très clairement dire non à des choses.
Le bien-être, c'est pas forcément dire oui à tout, hein, aux motivations de chacun. S'il y a des gens qui disent moi j'arrive sur un terrain, on est prêt, on est censé jouer au foot, et puis le gars il arrive en disant non mais moi je veux jouer au rugby aujourd'hui, là il faudra lui dire non. Oui mais quand même je veux jouer au rugby. Non, c'est pas ici. Donc ça veut dire que parfois il faut aider les gens à gérer leur frustration. C'est-à-dire voilà ce qui est possible et voilà ce qui n'est pas dans le cadre du projet de haut niveau qu'on a choisi de faire. Et si on sort de ce code-là, quelque part, fais ton choix d'y rester ou de ne pas y rester. C'est ça aussi, c'est que définir les règles du jeu aussi, c'est hyper sain, c'est comme tout jeu de société, tout sport, il faut connaître les règles, il faut un garant de ces règles-là, faire en sorte que tout le monde soit garant des règles aussi pour un phénomène d'autorégulation, pour être performant ensemble et prendre du plaisir. Sans règles, il n'y a pas de plaisir et il n'y a pas de résultat non plus. C'est-à-dire que, je prends l'exemple d'un centre de formation, on peut faire apprendre la frustration, c'est-à-dire que la personne, on lui impose de sortir quelques minutes, je prends un match de foot ou n'importe, et pour justement gérer cette frustration et de se dire, même si c'est entre guillemets le meilleur de l'équipe, on lui dit non, là tu vas apprendre ça et tu verras que plus tard ça sera bénéfique. C'est possible ça ? Alors je ne sais pas si je le ferai comme ça, mais en tout cas, le pilotage de la frustration est essentiel. Ah oui. Et je dirais qu'au-delà des métiers de manager ou d'accompagnant, c'est un métier de parent aussi. Ça commence par là. Le premier boulot qu'on a à faire, c'est aussi d'apprendre à piloter sereinement la frustration. Moi, c'est un truc que j'ai fait pour moi-même. Je suis un profil atypique. Je suis passionné de plein de choses. Si j'avais 10 corps, je pourrais les consommer. Mon cerveau pourrait consommer ces 10 corps. Il a fallu que je gère un très haut niveau de frustration. C'est-à-dire de renoncement de certains trucs ou de dire je vais passer ma vie à un seul truc qui m'intéresse le plus. Voilà. Et le sport de haut niveau, ce métier de passion, d'enjeu, etc., où ça brille aussi, nécessite de piloter ce haut niveau de frustration. Si on ne sait pas piloter la frustration, on déclenche la partie égotique, c'est-à-dire de nous-mêmes, c'est la partie égotique. Ma définition, c'est une version parasitée de nous-mêmes, pas alignée, on se désaligne, et c'est notre frustration qu'on va placer dans la relation à nous-mêmes comme aux autres. Et comment tu la pilotes du coup ta frustration ? Ça c'est un vrai travail de développement personnel. Alors j'ai conçu pour ça une méthodologie, un concept qui s'appelle l'écologie personnelle. C'est comment d'abord apprendre à se connaître, savoir qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins et qu'est-ce que les émotions disent sur moi à chaque instant, parce qu'on est équipé de tout ça, sauf qu'on nous a plus formés à la raison, à l'école, comme les centres de formation, que sur le côté émotionnel et des sensations, en fait. On est coupé de nos émotions, on est coupé de nos sensations, puis après on dit « Oh, j'arrive pas à me piloter ». Tu m'étonnes. C'est comme si on coupait cette connexion essentielle à notre corps qui nous supporte tout le temps, et on veut apprendre à le piloter. Non, c'est aller à la rencontre de soi-même, ça c'est essentiel. Effectivement, apprendre ce que disent les émotions sur nous et à les piloter plutôt que les subir. Les émotions, elles existent tout le temps. Maintenant, soit je les embrasse, je les connais et je vais travailler avec, soit je les subis et je vais vouloir être dans le déni de les mettre de côté sous une chape de plomb, et c'est là que je deviens explosif, notamment dans les périodes de tension. Et le sport de haut niveau, c'est ça, tu peux faire semblant à l'entraînement, etc. Mais quand tu arrives en compétition avec tous les taux de tension, le système n'a plus l'énergie pour contenir tout ce que tu contenais dans le déni, parce pour être dans le déni, il faut de l'énergie. Il faut se raconter des histoires que c'est pas là, que j'ai pas peur, que je suis pas frustré, etc., ou que je suis pas triste. Ça m'aide l'énergie à contenir tout ça. Le jour où je suis mobilisé pour la haute performance, j'ai plus l'énergie pour ça et ça sort au mauvais moment. Et là, j'ai l'impression que je subis et que mais où je suis, j'ai l'impression que je suis plus connecté à moi, que je me connais pas. Tu m'étonnes. J'ai fait en sorte que la partie la plus vivante de moi soit un inconnu. Et moi, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Pour toi, un peu la première étape pour aller vers le management, c'est de se connaître soi-même. Oui. À partir de quel moment tu sais que tu te connais toi-même ? En fait, je me dis,
on sait jamais quand on se connaît vraiment, ou quand on sait qu'on est capable de gérer nos frustrations. À quel moment tu te dis c'est bon, je suis prêt pour aller manager? Il faut être vieux en fait. Je pense que c'est l'exercice effectivement de toute une vie. Je pense qu'on en apprend tous les jours. Moi, j'ai eu la chance de commencer assez tôt, à 20 ans, le développement personnel par la PNL, l'AT, la sophrologie, parce que j'ai rencontré des belles personnes qui m'ont permis de grandir là-dessus. Et encore aujourd'hui, j'en apprends sur moi. Et un minimum syndical, en fait, c'est de mettre une position méta. C'est comme une caméra qu'on met sur nous-mêmes pour arriver à se voir fonctionner. Même si on ne sait pas toujours ce qui se passe à l'intérieur, on peut observer nos comportements. Et nos comportements, c'est la résultante d'un système de prise de décision à l'intérieur de nous qui était sous influence. Donc si je fais quelque chose, dites-vous bien que tout ce que vous faites, chaque action, chaque parole, chaque choix, le premier mouvement, il est d'abord pour vous. L'être humain, alors là je vais peut-être casser un peu la culture judéo-chrétienne, mais l'être humain, il est fondamentalement égoïste. Si moi j'aide les autres, c'est parce que c'est important pour moi, sinon je ne le ferai pas. Et donc si on part de ce principe-là, je peux à chaque fois voir mes comportements et dire mais qu'est-ce que je cherche en faisant ça? J'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai mobilisé de l'énergie pour faire ça. Quelle est la source, quelle est l'intention que je cherche à nourrir là-dessus? Et là-dessus, je peux mener l'enquête pour dire qu'est-ce que je cherche vis-à-vis de ça en fait. Et de dire, de remonter l'intention, puis dire est-ce que c'est la manière la plus efficace, la plus économe pour pouvoir répondre à cette intention-là. Par exemple, si je suis devenu un chercheur sur le développement de l'estime de soi des managers, parce que j'ai constaté, en étant coach pendant des années, que moi je cherche l'effet de levier le plus puissant en fait pour faire bouger les gens. Parce qu'on peut donner des conseils, etc. En surface, mais si on veut faire vraiment bouger, il faut activer le dessous de l'iceberg en fait pour pouvoir être le plus efficace. Et le plus efficace, c'est de travailler sur le développement des signes de soi. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer. À partir du moment où je me connais, en tout cas un minimum, et que je m'aime, déjà, l'être humain, il passe beaucoup de temps à vouloir se faire aimer des autres. Donc moi j'ai connu des champions ou des gens, notamment une femme qui a gravi l'Everest, elle a été gravi l'Everest pour aller chercher l'amour de son père en haut de l'Everest. Donc c'est un effet puissant, mais elle ne l'a pas trouvé, d'accord? C'est un effet puissant, en fait, aussi le désir d'être reconnu pour les autres, mais c'est aussi un détournement, des fois, de notre propre alignement. Et c'est ce qui se passe dans les staffs aussi. Moi, je vois des athlètes qui veulent faire plaisir, des fois, à leur coach, en fait, qui passent plus de temps à faire plaisir à leur coach que chercher la performance à l'intérieur d'eux pour la déployer. Alors le coach, il est content, lui. Il est content parce que elle fait ce que je lui dis de faire, cet athlète-là, etc. Mais par contre, on ne produit pas de la performance. Et c'est là que les gens eux-mêmes deviennent l'objet du désir de l'autre. J'imagine ce que lui voudrait que je sois et je m'adapte à ça, des fois en me désalignement. C'est-à-dire que je crée un masque pour faire plaisir à l'autre, plutôt que moi me faire plaisir. Et pour ça, il faut... Pour résister au regard des autres, aux injonctions des autres, il faut travailler. Plus on s'aime, moins on est dépendant du regard des autres et plus on est libre. Comment est-ce que tu verrais la chose entre cette frontière entre l'exigence qui est imposée par justement la performance et cette usure aussi qui peut justement avoir, on le sait, par exemple les nageurs ou les gymnastes qui ont des carrières qui commencent très tôt. Est-ce que toi comment tu vois cette frontière entre cette exigence et cette usure du haut niveau? Il y a un sportif de haut niveau que j'apprécie bien qui s'appelle Jérémy Azou, qui était champion olympique d'aviron, qui lui d'ailleurs quand il gagnait sa médaille olympique, il savait qu'il allait arrêter aussi son sport. Il a fait une merveilleuse vidéo TEDx sur le sujet que je vous invite à aller voir sur les réseaux, et le thème de sa TEDx c'est il faut apprendre à déplacer les limites sans les dépasser. Et lui, pourtant, il n'a pas eu de préparateur mental, etc. Il a réussi à le faire tout seul, comme un ingénieur, en fait. Et c'est une limite subtile, en fait, entre comment je continue à apprendre
et je mets des ressources et comment je suis connecté à mon intégrité et que là je vais trop loin si je dépasse cette limite là en fait. Et c'est une exploration assez fine, mais pour pouvoir la faire il faut être justement encore une fois très connecté à soi-même. La pleine conscience est quand même de soi, de ce fonctionnement, de ses sensations, de ses émotions est essentiel là-dedans. Il y a trop de sportifs qui sont encore coupés de leur corps, trop de coachs qui sont coupés, qui font semblant de ne pas voir ce qu'ils ont vu sur la fatigue, etc. Parce qu'ils sont trop dans leur plan, trop dans leur accès résultat, plutôt que d'être dans l'humain et questionner ça, quoi. Moi, j'ai vu des sportifs se masquer leurs genoux, le strapper en secret pour continuer à vouloir être sélectionnés jusqu'à ce que, alors que les tendons étaient pétés, et pour avoir une fin de carrière hyper rapide, parce que finalement je ne me suis pas soigné, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas pris le temps de préserver ça. Moi je travaille de plus en plus avec des entraîneurs nationaux, et notamment sur les très très jeunes, parce que des fois on repère des talents et on dit oh voilà, ça c'est futur champion, donc il faut la faire monter très très vite, on met le paquet là-dessus, puis on oublie que y a des stades de l'adolescence et autres, et que quand tu changes de corps, tu changes toute la configuration et finalement on tue un potentiel avant qu'il ait pu émerger. Et on travaille à cette gestion de la frustration d'un club, d'une fédé, d'un athlète, d'un entraîneur, à dire non, cette année pas de compétition. Je peux vous dire, pour défendre des plans comme ça, il faut être un peu couillu des fois. D'accord ? Pour dire pas de compétition, parce que l'idée, et des fois c'est la tête qui le demande, il n'ose pas dire. Quand j'ai 14 ans, 15 ans, je vais faire une année où je vais renforcer tous les fondamentaux, me réapproprier mon corps, etc. Et puis, pour revenir dans le plan d'après, etc. Mais des fois, les fédés ne jouent pas le jeu parce qu'ils veulent du résultat immédiat. Et puis, non, mais il faut marquer le truc. Là, je pense qu'on n'est encore pas prêt à faire ça. Hein. Enfin... Certains le sont. Là, je vous parle de fédés qui sont en pleine transformation, alors parce qu'ils ont peut-être vécu des atrocités avant, je pense à la fédé des sports de glace, qui éthiquement essayent de renverser la vapeur. Bon, ils ont un projet Sentinelle auquel j'ai participé pour accompagner aussi des entraîneurs à changer la posture et être fiers d'une autre posture justement humaniste, qui respecte la vie, la vitalité des jeunes et qui leur promet... Alors, c'est vrai qu'aussi on est aidé par la science qui a prouvé que justement les détections des jeunes n'étaient pas forcément les futurs talents aujourd'hui. Il y a quelques stats là-dessus qui montrent que c'est une foutaise ce truc-là, quoi. Donc ceux qui durent, c'est pas forcément ceux qui étaient les meilleurs jeunes. On a fait un podcast là-dessus d'ailleurs. C'était l'avant-dernier podcast. C'est peut-être de là où je l'ai entendu. Sûrement. En tout cas, c'était très riche. Et moi, j'ai une dernière question. J'aimerais que tu nous donnes un peu tes 3 principes ou tes 3 conseils, 3 ou 2, que tu donnerais à nos managers d'aujourd'hui, nos managers dans le sport. Si tu avais 2 conseils ou 3 conseils à leur donner. Le premier, je dirais déjà, c'est d'être le plus authentique possible. Ça, c'est la première chose. L'authenticité, c'est une denrée... rare et puissante, qui a un impact positif extrêmement important pour soi comme pour les autres, parce que quand on est authentique, on voyage léger. C'est-à-dire qu'on passe pas le temps à faire semblant d'être compétent, de ne pas avoir peur, d'être sûr de soi, etc. Et du coup, c'est déjà en soi une performance, puisqu'on récupère beaucoup d'énergie à l'être. Et en plus, c'est un effet magique, parce que quand je le suis, les autres le sont, et d'un coup, les liens, c'est-à-dire la qualité de relation, parce qu'on va parler de performance relationnelle, elle est tout de suite augmentée, en fait. On arrête de se raconter des histoires et de faire semblant. Donc ça, c'est la première, je dirais, la première étape et la plus puissante pour moi. Après, c'est vraiment de créer un projet.
Et quand je dis créer, c'est le co-construire avec l'athlète, avec le staff, et un projet qui est porteur de sens, avec les valeurs, pas non seulement des objectifs de résultats, mais aussi comment on va le faire avec les valeurs, comment on va être organisé, et puis, parce que quand on a le projet, on peut s'y référer quand on dérive en fait, et dire le plan on l'a signé avec la NS, avec la Fédé, etc. Et voilà, le plan il est là, il est sain, et à chaque fois qu'on sort du plan, soit on l'ajuste bien entendu au cours de route, parce que c'est aussi ça l'incertitude du management. Donc 1, l'authenticité, 2, faire un plan porteur de sens, 3, je dirais créer ce qu'on appelle des espaces de discussion structurés en sciences, axé pas que sur la technique ou le matos pour la prochaine session, etc., mais axé exclusivement sur la performance relationnelle. C'est en gros être en capacité d'avoir régulièrement pour dire on a travaillé ensemble aujourd'hui, on a checké les résultats, les machins, mais en termes de performance relationnelle, où est-ce que j'ai été au bon endroit pour toi, pour que tu puisses produire et un bel entraîneur pour toi, comme je le fais des fois avec mon fils, comment je peux être un meilleur papa pour toi ? C'est la même chose, comment je peux être le meilleur entraîneur pour toi, pour t'aider à... Et moi, peut-être, j'ai besoin que tu me donnes cette information-là pour moi être un meilleur entraîneur pour toi aussi en tant qu'athlète. Donc ces espaces de discussion structurés, parler sur la performance relationnelle, mais ça nécessite un pilotage de l'ego. Parce que si l'athlète dit « Ah bah là, tu m'as parlé comme ça m'a désactivé », et puis que l'autre lui dit « Ouais, non, mais bon, s'il ne peut plus te parler... voilà ». Parce que nous, on travaille en préparation mentale, on voit ça, puisqu'on voit l'impact des mots sur les athlètes. Là, je travaille avec un athlète, dont je ne pourrais pas citer le nom, mais il est obligé de passer de l'énergie, de se mettre dans la bulle mentalement pour ne pas écouter les consignes du grand chef, parce que c'est un paquet de merde qui sort de sa bouche en fait. Donc, plutôt qu'avoir un discours de vestiaire motivant, c'est un truc qui met la pression, qui dit vous n'avez pas le droit d'échouer, etc. etc. S'il passe de l'énergie à ça, c'est-à-dire que toute cette énergie-là, elle n'est pas mobilisée pour libérer l'énergie au profit du projet. Quand je vous parlais tout à l'heure de management, c'est de libérer les énergies au profit du projet, et au profit de la vie, si je prends la dimension humaniste, ça recale beaucoup de comportements en fait. Donc, authenticité, un projet qui a du sens, un espace de discussion structuré pour parler de la performance relationnelle, comment on peut bien travailler ensemble, bien collaborer ensemble, et quand on a l'authenticité, on fait du bon boulot là-dessus. Voilà. On va faire écouter ça à tous nos entraîneurs. En tout cas, merci pour ce podcast et à bientôt sur un prochain. Merci à vous. Ce podcast vous a été présenté par 2 conseillers au niveau haute performance, Patrick Juvin de la Maison Régionale de la Performance du CREPS Centre Val de Loire et Stéphane Germain de la Maison Régionale de la Performance de Bourgogne-Franche-Comté.